Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire. Je suis Clara Superbier, je suis chargée de projet scientifique à l'ANR, donc l'Agence nationale de la recherche, et je travaille notamment pour le partenariat Biodiversa Plus dans l'équipe opérationnelle sur la gestion des appels à projets lancés par le partenariat Biodiversa Plus avec ma collègue Bérangère, qui est aussi Bérangère Broche, qui est aussi en ligne et que je présenterai davantage plus tard. Donc ce webinaire, c'est pour vous introduire et promouvoir un peu le nouvel appel à projet de recherche du partenariat Biodiversa Plus et qui porte sur la biodiversité et les changements transformateurs. Donc appel qu'on réfère aussi comme Biodiv Transform. Euh, et donc, du coup, donc sur les intervenants, donc je me suis déjà présentée. Donc, Bérangère Broche, qui est également ma collègue à l'ANR et le point de contact national là, pour cet appel là. Donc, si vous avez des questions, c'est à elle qu'il faut les orienter. Puis, il y a une adresse mail qu'on vous communiquera après. Et qui fait aussi partie du partenariat Biodiversa Plus en tant que membre de l'équipe opérationnelle. Nous accueillons aussi Carolina Gutiérrez-Ruiz, qui est le point de contact national du cluster 2 sur les sciences humaines et sociales, là, référente interface environnement au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que Vincent Massot, qui est le point de contact national du cluster 6 bio-environnement. Euh, Donc, pour avoir un peu une vue d'ensemble sur le programme du webinaire, bon, c'est à titre indicatif, hein, il y aura peut-être des petites modifications, on n'est pas très très strict sur le temps. Mais donc, voilà, un mot de bienvenue. Ensuite, on aura une session assez conséquente sur Horizon Europe et les partenariats, avec une présentation d'Horizon Europe, et donc ces outils de financement partenariat européen. Avec une présentation également des clusters 6 et 2, avec une vue d'ensemble sur des opportunités de financement et des discussions sur la place des sciences humaines et sociales dans Horizon Europe et notamment dans l'appel Biodiv Transform. Et ensuite, on rentrera plus en détail dans la présentation de Biodiversa Plus et de l'appel à projet de cette année. Euh, et on aura également un focus notamment sur les modalités générales de participation et les modalités nationales, donc celles qui vont particulièrement intéresser les porteurs de projets français. Toutes les informations de l'appel à projet sont disponibles sur le site internet de Biodiversa Plus. Elles sont également reliées sur le site internet de l'ANR. Et pour information, il y a eu un webinaire général à destination de la communauté internationale de scientifiques qui a eu lieu le 24 septembre et qui rentre dans plus de détails que nous au niveau des attentes générales de l'appel. Donc, si jamais vous l'avez raté et qu'il y a des choses que vous voulez approfondir a posteriori, n'hésitez pas à aller le revisionner. L'enregistrement est disponible. Quelques instructions. Donc, ce webinaire est enregistré. On le mettra en ligne a posteriori sur, au moins sur le site de l'ANR. Pour l'instant, seuls les présentateurs peuvent activer leur micro. Mais bon, je pense que j'ai le pouvoir de donner la parole à quelqu'un si vraiment il y a un besoin fort. Mais pour l'instant, pour que ce soit gérable au niveau des questions, on va vous demander d'utiliser la fonction Q&A de Zoom. Et puis comme ça, on les lira ensuite à haute voix et on y répondra autant que faire se peut. Euh, et donc dans un... Alors non, alors oui, normalement c'est Vincent Massot qui ensuite prend le relais et je ne crois pas avoir les diapositives, mais peut-être que je les ai ratées. Je vais partager, sinon il n'y a pas de souci. Oui, je suis désolée. Si tu peux les partager, je vais arrêter mon partage et normalement tu devrais avoir la place du coup. Est-ce que vous voyez? Ça arrive. On voit la Ouais. présentation PowerPoint. Ok. Je vais donc et là en plein écran. Tout à fait. C'est bon? Ok. Eh ben merci du coup Clara et Bérangère pour cette introduction. Donc moi je suis Vincent Massot, j'appartiens donc au point de contact national bio-environnement, donc qui concerne tout ce qui touche au cluster 6 d'Horizon Europe. On va refaire un petit point sur ce que ça veut dire exactement pour ceux qui auraient un peu moins de connaissances sur le sujet.
Et donc, le partenariat Biodiversa fait partie de ce cluster 6. Donc, on va avoir ça dans un instant. Euh, voilà. Alors, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le cluster 6? Donc, le cluster 6, c'est un programme, un sous-programme, on va dire, qui est inclus dans le pilier 2 d'Horizon Europe. Donc, vous avez ici le schéma général. Le Horizon Europe, donc c'est un programme de financement de la recherche et l'innovation à hauteur de quasiment 100 milliards d'euros sur 7 ans, donc qui est mis en œuvre jusqu'en 2027. Et donc Horizon Europe, il y a deux piliers. Le pilier 1 qui concerne la recherche plus fondamentale, également les actions de formation et tout ce qui touche aux infrastructures de recherche. Et puis le pilier 3 qui concerne plutôt le versant innovation. Et au milieu, on a donc ce pilier 2 avec des clusters qui concernent les grandes problématiques mondiales, les grands enjeux, on va dire, pour les populations européennes et la compétitivité également industrielle. Donc il y a 6 clusters et le sixième qui nous intéresse tout particulièrement, c'est celui qui s'appelle alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Alors, ce cluster 6, il est préparé comme les autres à partir de ce qu'on appelle les planifications stratégiques. Donc, ils sont des grands documents d'orientation politique et stratégique dans lesquels on a mis tout ce que l'on voulait voir au niveau de la Commission européenne et donc de l'ensemble des États membres comme priorité en termes de recherche et innovation, avec notamment une liste d'impacts attendus. Et ensuite, à partir de ces planifications stratégiques et de tout un tas de sources, que je ne vais pas lister ici, mais qui sont très nombreuses, eh bien, il y a l'écriture et la préparation de programmes de travail, donc qui compilent un grand nombre d'appels à propositions. Euh, les programmes sont bisannuels ou, cas exceptionnel, juste pour une année pour celui qui est en cours de préparation. Donc, le précédent était 2023-2024, le prochain sera 2025. C'est également issu de cette planification que l'on retrouve tout ce qui est mission. Vous connaissez peut-être les missions, donc ces grands programmes autour là aussi, de grands enjeux pour les citoyens européens, avec des objectifs très clairs et chiffrés, donc d'atteinte d'objectifs sur notamment la lutte contre le cancer, sur les villes durables et intelligentes. Et donc, il y en a notamment deux qui concernent le cluster 6, l'une sur les sols sains, euh, et puis une autre mission sur les océans et les eaux. Et puis, issu de ces planifications, toujours, on retrouve les partenariats, qui nous intéressent aujourd'hui, sachant que les partenariats sont inclus dans les programmes de travail initialement du cluster 6. Les missions ont un programme de travail à part. Donc les partenariats sont vraiment imbriqués et proviennent donc de ce travail sur le cluster 6. Et donc pour voir un petit peu plus comment ça a été mis en œuvre. Donc le cluster 6 en lui-même, il est découpé en ce qu'on appelle des destinations, qui sont en fait des grands chapitres thématiques. Et vous avez donc à gauche la description un petit peu générique du cluster 6, de ce que l'on cherche à faire en termes de recherche et d'innovation, donc protéger l'environnement, restaurer, gérer et utiliser de manière durable les ressources biologiques et naturelles terrestres et celles des eaux continentales et marines, et garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous et la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Donc vous avez ce découpage en chapitres, comme je le disais, sept grands chapitres, et le premier bien s'appelle Biodiversité et services écosystémiques. Et donc, sous chacun de ces chapitres, il y a, dans chaque programme de travail, des appels à propositions. Et donc, l'un d'entre eux, euh, voilà, alors j'ai mis ici un petit peu plus de détails sur les destinations, vous pourrez regarder. Donc, tout ce qui concerne la biodiversité, bien, les grandes orientations de cette destination, c'est améliorer la compréhension de la biodiversité, avec notamment tout ce qui est approche taxonomique, sciences citoyennes et observation in situ et modélisation. Mesurer les impacts socio-économiques des actions de restauration, générer des approches intégrées pour la conservation et la protection des écosystèmes, contribuer à une économie en faveur de la nature, et puis des pratiques également favorables à la biodiversité dans l'agriculture, puisqu'on est sur un cluster qui intègre une forte dimension production alimentaire
production agricole ou aquacole, et transformation également alimentaire. Donc, il y a un lien direct entre ce qui est ressources naturelles, protection et restauration de la biodiversité et agriculture. Je vais passer sur les autres destinations qui nous concernent moins aujourd'hui. Ce que vous avez à gauche, c'est un avant-goût du nombre de sujets qu'il devrait y avoir dans le programme de travail 2025, donc sous réserve évidemment de modifications. On est en cours de discussion autour de ces différents drafts donc du futur programme de travail. On a reçu une version très récemment, une nouvelle version qui doit être la troisième, je crois. Et il y en aura encore un certain nombre et il peut y avoir des évolutions assez importantes. Donc on a, nous, pas l'autorisation malheureusement de diffuser ces drafts. Mais bon, je vous incite à creuser un petit peu, il y a quand même des moyens d'avoir des informations. Mais tout en sachant donc que eh bien, il peut y avoir des modifications en raison principalement cette année des changements politiques importants. Il y a eu une nouvelle Commission européenne, il y a eu des élections donc au niveau du Parlement européen, et donc il y a tout en place, tout un tas de nouvelles sous-commissions ou groupes de travail qui sont mis en place avec de nouvelles personnes. Et donc il se peut qu'il y ait plus d'arbitrage budgétaire, évidemment, euh, des modifications. Alors voilà. Bon, là c'est plus pour information, mais donc le partenariat Biodiversa a un jour été publié dans cette destination 1, et ensuite, eh bien, il y a eu la mise en place du partenariat Biodiversa à partir de cet appel à projet. Et alors, les partenariats, si on veut donner une définition, bon, c'est assez simple, hein. Ça existait déjà auparavant, mais ça a été, on va dire, repensé et simplifié. Donc, ce sont des initiatives où l'Union européenne et les États membres s'engagent avec des acteurs privés et publics à soutenir conjointement le développement et la mise en œuvre d'un programme d'activité de recherche et innovation. Donc, autour d'un sujet qui a été émis dans les programmes de travail, on a les États membres qui se regroupent, qui forment un consortium, qui créent un partenariat, qui vont à leur tour ensuite mettre en œuvre un programme d'activité de recherche et innovation à travers des moyens de financement. Ils visent à rassembler une large palette d'acteurs. C'est pas fait pour uniquement le secteur privé ou les petites entreprises ou des laboratoires académiques. C'est vraiment pour qu'il y ait le maximum d'acteurs qui soient inclus dans ces projets pour que, également en termes d'impact, il y ait le plus de retombées possibles pour tous et pour répondre notamment aux grands défis européens. Donc, l'ancienne Commission européenne avait lancé le European Green Deal, et puis on a également la transition numérique qui est particulièrement importante. On a des coopérations et des synergies qui sont encouragées, notamment avec les missions, hein, on en parlait tout à l'heure. On voit bien que tout ça, c'est venu plus ou moins des mêmes documents d'orientation, ainsi que l'ensemble des programmes locaux, régionaux, nationaux et européens. Je pense que tout à l'heure, on aura une description du partenariat et on verra qu'il y a des acteurs qui peuvent être nationaux, qui peuvent être européens, qui peuvent être régionaux, qui sont impliqués. Et donc, eh bien, toutes les politiques de financement de la recherche et d'innovation sur ces thématiques-là, eh bien, s'entrebriquent et puis eh bien, doivent créer des synergies. En termes de budget, on est sur des enveloppes financières donc de 400 à 500 millions sur 7 ans. Voilà. Et puis, les États membres doivent également cofinancer, soit in kind, soit in cash. Donc, les partenariats, puisque là, on est sur des partenariats que l'on appelle cofinancés. Alors, juste un bref rappel, mais c'est pour vous montrer comment dire, le sens de la simplification par rapport à ce qui se faisait avant, donc entre Horizon 2020 et Horizon Europe. Vous aviez, donc sur les colonnes à gauche, par rapport aux deux graphes, vous aviez un nombre assez important de types de partenariats différents, avec des fonctionnements différents, avec des financements différents. Et donc, il y a eu une volonté de synthétiser et de n'avoir plus que 3 grands types de partenariats, et tout en essayant de maintenir les budgets, voire de les augmenter. Donc, on voit sur le graphe de gauche un budget qui a une tendance à augmenter, et sur le graphe de droite, le nombre d'outils de partenariat donc qui a diminué.
Alors, je disais trois grands types de partenariats. Effectivement, l'objectif, donc, c'est d'avoir une architecture relativement simple qui fonctionne plutôt comme une boîte à outils avec des approches systémiques et transparentes pour sélectionner et mettre en œuvre et surveiller donc les projets qui sont financés. Trois grands types. Le premier grand type sont des partenariats qu'on appelle coprogrammés, donc qui sont basés sur un accord contractuel entre la Commission et les États membres, et puis l'ensemble des partenaires, les partenaires privés. Les deux qui vont nous intéresser un petit peu plus, et surtout aujourd'hui, ça va être les partenariats cofinancés. Donc là, les États membres élaborent un programme commun en répondant donc à un appel du cluster 6 par exemple, du programme de travail, et donc elles vont recevoir une convention autour d'une convention de subvention, donc un financement, un cofinancement pour eh bien élaborer leur programme stratégique. Et puis le troisième, bah, c'est quand aucun des deux, aucune des deux catégories n'est vraiment possible. Donc c'est ce qu'on appelle les partenariats institutionnalisés, mais il y en a un dans le cluster 6 autour de la bioéconomie circulaire. Donc là, ce sont des structures en fait qui sont mises en place, dédiées pour la mise en œuvre des partenariats et qui ont un fonctionnement qui leur est propre. C'est une sorte de délégation en fait de pouvoir de la Commission européenne auprès d'une structure externalisée. Voilà. Pour les 8 partenariats prévus donc dans le cluster 6, on retrouve en premier qui nous intéresse aujourd'hui Biodiversa Plus. Donc le thème générique, c'est sauver la biodiversité pour sauvegarder la vie sur Terre. Et j'ai rappelé avec le lien vers le site de l'ANR, donc biodiversité et changement transformateur, dont on va parler aujourd'hui. Il y a également donc Europe biosourcée et circulaire. Un appel à projet à des dates limites de dépôt chaque année en septembre. Un partenariat sur l'eau pour tous et la sécurité des ressources en eau pour la planète. Donc là aussi, on a un appel qui est en cours avec une date limite le 11 novembre pour la première étape. Et pour ceux qui seraient intéressés, nous avons fait également avec l'ANR un webinaire récemment sur ce partenariat, donc qui est disponible en replay sur nos sites. Un partenariat sur l'économie bleue, un autre partenariat sur l'agroécologie et la transition des systèmes agricoles, un autre sur la santé animale et les maladies infectieuses. Et le dernier qui a été mis en place s'appelle Future Food, donc sur la transition vers des systèmes alimentaires sains et durables. On attend le premier appel à projet qui devrait sortir prochainement. Le 8e n'a pas encore été lancé. Et puis j'ai mentionné juste le partenariat Prima, qui est sur des enjeux autour du bassin méditerranéen, qui est hérité d'Horizon 20, mais qui fonctionne encore, autour des enjeux donc de la production agricole, de la gestion de l'eau et de l'énergie notamment. Voilà, donc là vous avez nos ressources et les liens, et puis notre équipe qui est actuellement incomplète puisque nous sommes à la recherche d'un coordinateur. Mais vous avez donc les collègues qui sont avec moi dans le PCNQ. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions aussi, on prendra peut-être plus tôt à la fin, et sinon je vais arrêter mon partage et laisser la parole à mes collègues. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vincent. Alors, on a effectivement, on n'a qu'une question, je m'étais dit tout à la fin, mais celle-ci est vraiment spécifique au cluster 6, donc peut-être qu'on peut la poser maintenant. Doit-on comprendre que la prochaine vague de call Horizon Europe pour le cluster 6 sont programmées pour mai 2025 sous réserve et non en octobre 2024 comme les années précédentes, deux vagues d'appels en octobre et février? Donc c'est bien ça, et on aura normalement, on croise les doigts parce qu'on nous a dit entre mars et mai. Bon, ça sera plutôt probablement mai. Bon, on sait jamais. On peut peut-être avoir des prépublications ou avoir des surprises sur les prochains drafts, que ça soit un petit peu avancé, mais ça devrait être voilà autour d'avril-mai normalement l'ouverture des appels. Et ensuite, on devrait avoir effectivement des appels qui seraient uniquement en une étape d'évaluation, probablement autour du mois de septembre, peut-être octobre en fonction s'il y a un décalage, mais probablement au mois de septembre. Et après, ça sera le programme 2026-2027 qui prendra le relais. Merci beaucoup. Et pour l'instant, c'était donc la seule question. Donc, je pense qu'on peut laisser la parole à Carolina pour le cluster 2. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je confirme ce qui a été dit par Vincent concernant les dates.
Et donc, il va falloir être attentif à cette publication. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Et nous, les PCN, on est vraiment à votre disposition pour y répondre de notre mieux et aussi pour transmettre quelques informations au fur et à mesure. Et dès qu'il s'agit effectivement des demandes qui vont permettre d'accélérer un futur dépôt. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter très rapidement les clusters 2, donc qu'on appelle plus couramment SHS, d'accord, donc sciences humaines et sociales, dans Horizon Europe, mais également ensuite, je vais vous présenter les complémentarités entre les sciences humaines et sociales et l'appel dont il est question aujourd'hui. Donc, on peut passer à la prochaine, peut-être. Merci beaucoup. Donc, c'est exactement le même slide qui a présenté mon collègue Vincent. Et donc, pour vous dire que effectivement, dans les cadres du pilier 2, on s'intéresse donc à tout ce qui concerne les grands défis sociétaux. Et qui dit grands défis sociétaux, dit aussi, évidemment, société. Et donc, les sciences humaines et sociales sont effectivement intégrées de façon effective dans l'ensemble d'Horizon Europe, en particulier pour améliorer l'évaluation et les réponses aux défis sociétaux complexes qui sont développés dans les piliers du programme. Les expertises SHS sont attendues sur de nombreux sujets, ou topics, dans une approche transdisciplinaire, en collaboration avec les sciences du vivant, et la médecine, les sciences de l'ingénierie, les technologies, et en général avec des acteurs non académiques ou ce qu'on appelle des parties prenantes. On parle bien ici des entreprises, des pouvoirs publics, décideurs, des associations, des citoyens. Plus précisément, on peut dire que les opportunités, effectivement, sont ouvertes au SHS au sein non seulement de chacun donc des clusters, mais également plus spécifiquement au sein du cluster 6, et ainsi que dans les cadres des partenariats qui ont été présentés déjà par mon collègue et des missions qui lui sont associées. Et on peut passer à la prochaine slide. Voilà, donc là, l'idée, effectivement, c'est de vous montrer qu'au sein du cluster 2, donc qui est un cluster qui est vraiment dédié à tout ce qui est la culture, la créativité et la société inclusive, on a 3 destinations. Et chacune de ces destinations, donc démocratie et gouvernance, patrimoine culturel européen et industrie culturelle et créative, puis transformation sociale et économique, ce sont des destinations qui visent effectivement à analyser avec différents angles des changements et des problématiques qui touchent nos sociétés actuelles. Donc, effectivement, il va s'agir de produire des analyses, de faire des recommandations, et il va s'agir de proposer des solutions, des dispositifs technologiques et également de proposer aussi des nouveaux marchés, des nouveaux business models, etc., pour faire face à des défis sociétaux majeurs. Et vous dire aussi que, comme pour les clusters 6, la plupart des appels sont clos à l'heure actuelle, mais il nous reste encore 5 appels ouverts. Donc, je vous ai mis effectivement un lien sur la diapo. Il s'agit vraiment des appels qui concernent plus spécifiquement la destination patrimoine culturel. Et il s'agit des propositions en lien avec les clouds européens des cultures collaboratives. Voilà, je pense qu'on peut passer à la prochaine, s'il te plaît, Clara. Donc, il va s'agir maintenant de plus spécifiquement vous présenter quelques complémentarités entre les SHS et l'appel Biodiv Transform. Voilà, donc comment on peut soutenir la transformation sociétale pour l'utilisation et la gestion des ressources.
Et alors, donc, on a essayé de faire cette présentation pour vous indiquer que effectivement, au sein des SHS et avec nos 3 destinations, il y a donc des enjeux qui sont liés à trois domaines différents. D'abord, on va s'attarder un peu sur tout ce qui concerne la gouvernance démocratique et la participation citoyenne. Et on pourrait dire que par rapport à cette thématique, la complémentarité qui existe avec l'appel en cours concerne d'abord les droits de vivre dans un environnement sain. Donc, comment on analyse les nouvelles propositions législatives, comment on change la norme, comment aussi on analyse mieux, on prévoit et on anticipe les controverses. Et on va aussi proposer des modèles de gouvernance innovants ou tout au moins différents dans le cadre d'une transition durable qui doit tenir compte des facteurs sociaux, économiques, culturels et environnementaux. Ensuite, si on s'attarde un peu sur la destination 2 qui concerne le patrimoine culturel, on pourrait aussi penser à des enjeux de type protection et valorisation du patrimoine naturel et culturel, par exemple les paysages ruraux, côtiers et subaquatiques. Et si on voit ça sous l'angle des transformations sociales, économiques, technologiques et culturelles, on peut aussi avoir une perspective depuis un point de vue des développements équilibrés et inclusifs des espaces, différents types d'espaces, ruraux, côtiers, urbains. Et on peut aussi réfléchir à des aspects des types cohésion territoriale, et sociale et économique, y compris l'accessibilité et les caractères abordables d'une alimentation saine, sûre et nutritive. Donc voilà quelques exemples. On peut passer peut-être à la prochaine slide. Il va s'agir par ailleurs à chaque fois de proposer, et ça sera dit sans doute par les présentations qui vont suivre, et il va s'agir à chaque fois de réfléchir à des nouvelles méthodologies, et de réfléchir à des nouvelles façons de travailler, et donc en faisant bien attention aux aspects d'excellence, des mises en œuvre, comment on intègre toutes les parties prenantes, et ensuite d'impact et d'évaluation des projets. Donc ici, quelles sont les dimensions et SHS qui sont attendues pour ce type d'appel, mais globalement, pour les appels de pilier 2, et on est vraiment sur donc, des dynamiques transformatives. Et puisqu'on est dans des dynamiques de transformation, on va faire très attention à l'information, à la sensibilisation et à l'éducation du public. On va aussi faire très attention à comment on prend en compte les usages qui peuvent être faits des dispositifs ou des politiques qui ont été mises en place. Et on va penser aussi à des moyens de comment on développe la confiance des usagers, des consommateurs, des acteurs socio-économiques. On va aussi réfléchir à des nouvelles politiques, des recommandations, des nouveaux modèles de gouvernance, mais aussi à des considérations éthiques, à des nouveaux modèles économiques et financiers. Et on va penser aussi à l'évaluation des bénéfices économiques et sociaux, à des questions d'égalité et d'inégalité, d'inclusion sociale, de justice spatiale. Et je pense par exemple à des controverses autour des éoliennes. Il y a effectivement une politique qui nous dit d'une part des injonctions, des promotions des constructions de parcs éoliens, et d'un autre côté, on a effectivement des résistances de la part des habitants, de la part des fois des paysans. Donc, il faut tenir compte effectivement de toutes les parties prenantes pour produire des changements qui soient acceptés. Alors, avec un changement de focal, pendant longtemps, on a été sur des enjeux d'acceptation sociale, c'est-à-dire on faisait des propositions et ensuite on essayait de voir comment ces propositions pouvaient ou pas être acceptées socialement.
Aujourd'hui, de plus en plus, il y a un changement de focal. On va être sur d'abord les besoins, d'abord vraiment nous focaliser sur les besoins et les propositions qui émanent des citoyens eux-mêmes, même, donc en mettant en valeur des connaissances profanes, pour par la suite faire un travail de co-construction et proposer des solutions durables. Donc effectivement, en tenant compte aussi des facteurs sociaux, économiques, culturels, sanitaires, voire religieux, qui influencent les comportements. Donc on est vraiment sur une dynamique transformative, donc des créations d'une valeur globale, mais aussi on est sur des enjeux de participation citoyenne, avec différents types de possibilités. On peut évoquer des fois la science citoyenne, on va être sur des modèles des fois des participations citoyennes, et des fois on va être aussi sur la recherche-action participative. On peut passer à la prochaine slide. Donc, juste pour vous montrer un peu, et voilà, pour développer un peu plus ce qui implique la démarche de la RAP, Recherche Action Participative, on est bien, il ne s'agit pas d'un saupoudrage et participatif ici et là, on est vraiment sur un changement des conceptions, on est vraiment sur des changements des méthodologies et des propositions. Donc, on est sur la co-création des connaissances communes, donc à part égale, les connaissances des usagers, usagères, des habitants, habitantes, etc., qui connaissent a priori bien leur lieu d'habitation, et les connaissances scientifiques. On est aussi sur la applicabilité à des problématiques concrètes qui visent l'action. On est vraiment sur des changements et des propositions des politiques publiques qui vont amener à des pratiques transformatives. On est aussi sur l'implication de toutes les parties prenantes pour justement assurer un impact fort. Et on est aussi sur des moyens habiles à agencer pour résoudre des situations qu'on identifie aujourd'hui comme étant des situations problématiques. D'accord? Alors, il faut de ces faits penser à qui participe. Donc, les acteurs associatifs, les usagers, bénévoles, habitants, professionnels, bénéficiaires, étudiants, chercheurs. Voilà, il faut vraiment se poser la question sur les publics cibles afin de mieux aussi travailler sur la politique des communications, dissémination des résultats par la suite et pourquoi pas aussi des politiques d'exploitation par la suite. Voilà, on peut passer à la dernière slide. C'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Donc, dans tous ces changements, il faut toujours avoir une perspective et une démarche d'éthique. Alors, bien sûr, et peut-être dans les publics qu'on a aujourd'hui ici, il y a très clairement les aspects éthiques envers l'écosystème, envers les animaux, etc. Bien sûr, et il s'agit aussi d'avoir évidemment une démarche éthique auprès des personnes. D'accord? Donc, on va être vraiment sur deux aspects. D'une part, l'éthique. Donc, qui sont les sujets de nos études? Comment on contacte ces personnes? Comment on les informe? Comment par la suite on collecte les données? On les partage pas? On les garde, etc., etc. Donc, il va y avoir cette double préoccupation et éthique, comment on approche nos terrains, et ensuite, comment on diffuse les connaissances produites en tenant bien compte de la science ouverte. Donc, la science ouverte qui a un adage, si ouvert, non, ouvrir autant que possible et fermer autant que nécessaire. Donc, il faut faire attention à ces questions. Je vous laisse les slides, mais il y a énormément de documentation. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier. Nous-mêmes, on a aussi dans notre site des ressources à disposition. Et le dernier slide, la dernière diapo. Donc, juste pour rappeler les HS et les disciplines à mobiliser. Les HS, il y a beaucoup de disciplines auxquelles on y pense des fois on y pense un peu moins.
Donc, petit rappel, effectivement, on a des sciences sociales et comportementales. On parle effectivement de l'économie, la science politique, la sociologie, démographie, anthropologie, ethnologie, psychologie, géographie. On va penser aussi à sciences de l'éducation parce que dans ce type de changements des comportements, il y a un volet éducatif qui est important. Donc, on va penser effectivement à l'élaboration des programmes d'études dans les métiers peut-être non professionnels et professionnels, les sciences de l'éducation, typiquement. On peut penser aussi à des sciences liées au commerce et à l'administration. Et ça va être, par exemple, tout ce qui concerne la logistique, les commerces de détail, marketing, vente, relations publiques, finances, banque, assurance, analyse des investissements, comptabilité, gestion, administration publique et institutionnelle. On va penser bien sûr au droit, puisque il y a des changements dans ces cadres-là qui sont relativement nouveaux. Donc, c'est important, si on veut produire aussi des changements, d'être en capacité de produire des connaissances qui seront réutilisées par les législateurs pour voter des nouvelles lois. Et il y a aussi tout ce qui concerne les humanités, les sciences humaines, donc tout ce qui est civilisation étrangère, histoire, philosophie, éthique, ou plus vers les arts avec le design ou l'artisanat. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, petit rappel, effectivement, donc on est 3 points contact national pour les PCN SHS. Nous sommes toutes les 3 à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Donc là, il y a effectivement notre mail générique. Vous pouvez aussi adhérer ou vous inscrire à notre newsletter. Merci beaucoup. Et je reste à votre disposition pour toute question. Merci beaucoup Carolina pour cette présentation. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions, donc je vous propose qu'on continue et qu'on fasse du coup le focus sur Biodiversa Plus maintenant et sur l'appel, en sachant qu'on s'assure de garder un temps d'échange conséquent à la fin. Donc s'il faut revenir sur certaines choses, ce sera possible. Donc voilà, moi je voulais vous parler dans un premier temps un peu plus en détail de Biodiversa Plus en tant que tel. Donc bon, il y a des choses qui ont déjà été un peu dites, mais c'est donc le partenariat européen pour la biodiversité qui est donc cofinancé par la Commission européenne dans le cadre d'Horizon Europe. Et donc la mission principale donc, de Biodiversa Plus, c'est vraiment de soutenir une recherche d'excellence sur la biodiversité, tout en ayant un impact pour la société et les politiques. Donc ça a été mis en place conjointement par les versions précédentes de Biodiversa, puisque c'est une initiative qui existe depuis longtemps. Donc on construit là-dessus. Ça a été lancé en 2021 et ça a une durée de vie de 7 ans. Concrètement, c'est un réseau en fait de partenaires nationaux ou régionaux, donc des acteurs académiques, ministère de la Recherche ou agences de financement, ainsi que des acteurs politiques, donc ministère par exemple de la Transition écologique, des agences de protection de l'environnement. Aujourd'hui, on est 83 partenaires et il y a 41 pays donc, qui sont représentés, principalement en Europe, mais pas que, ça va au-delà. Et donc, on a un portefeuille d'activités qui est large. Donc, il est résumé sur la roue de droite. Et moi, évidemment, un peu au cœur de ce qu'on fait, c'est la promotion et le soutien des programmes et des projets de recherche et innovation, notamment via donc, le lancement d'appels à projets annuels. Donc, il y a 6 appels qui sont prévus sur l'entièreté du partenariat. Il y en aura peut-être un 7e, mais pour l'instant, le 7e n'est pas confirmé. Les thématiques des appels sont toujours centrées sur la biodiversité, mais évoluent un peu d'une année sur l'autre. Mais globalement, c'est des appels où on vise à financer au moins 30 projets et qui ont des budgets d'environ 40 millions d'euros ou plus. Donc ça, c'est pour un peu l'ampleur des appels. Et puis bon, après, on a plein d'autres axes de travail. Hein. Biodiversa Plus, ça va au-delà que le simple financement des appels. Donc on a par exemple, on a un axe sur la promotion et l'harmonisation
de la surveillance de la biodiversité à une échelle transnationale. On travaille beaucoup, on a un pilier qui est spécifique à la promotion et au soutien des solutions fondées sur la nature. Il y a pas mal de travail sur l'internationalisation du partenariat pour étendre sa portée et son impact à une échelle globale. Et pas mal de travail aussi sur l'amélioration des liens entre la recherche et les politiques. Donc vraiment, on agit à cette interface science-politique. Pour faire tout ça, on dispose d'un programme stratégique de recherche et d'innovation qui définit notre vision et qui guide nos actions. Donc il est public, vous pouvez le télécharger, c'est un document conséquent à partir de notre site internet. Et donc ce document, il est structuré en différents thèmes. Donc il y en a un sur la protection de la biodiversité et la restauration de la biodiversité, un autre sur les changements transformateurs, donc c'est plus dans ce cadre que l'appel est lancé cette année. Euh, Ensuite, on a un troisième thème sur l'action mondiale de l'Union européenne, donc y compris les liens avec les groupes intergouvernementaux tels que l'IPBES, par exemple. Et on a des thèmes transversaux, donc le premier sur l'amélioration des connaissances biodiversité en général, et l'autre sur les solutions fondées sur la nature. Euh, et à la base de tout ça, on s'engage, on s'efforce à soutenir et à améliorer l'engagement des parties prenantes, la communication, la diffusion, ainsi que la science ouverte. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour évidemment souligner qu'on n'est pas tout seul et qu'on s'inscrit dans un paysage qui est vaste et complexe et dont vous avez eu un aperçu. Donc, on travaille notamment en collaboration étroite avec les autres partenariats, mais je vais pas les reciter, mais pour s'assurer qu'on est bien complémentaires, on ne travaille pas tout seul, hein. Donc voilà, donc cette diapo représente un certain nombre d'initiatives avec lesquelles on est susceptible d'interagir. Et donc très rapidement, un petit focus sur comment l'ANR s'implique dans Biodiversa. Historiquement, on s'implique en tant qu'agence de financement, hein, donc on a participé à tous les appels à projets, si je ne me trompe pas, qui ont été lancés même avant que Biodiversa Plus n'existe. Donc ça représente 10 appels à projets. Euh, on a été responsable de la coordination de 4 de ces appels entre 2015 et 2020 en tant que secrétariat des appels, et on s'est impliqué dans d'autres actions, donc le suivi des projets financés, le lien avec d'autres initiatives, organisation d'événements, etc. Et on a renforcé en fait notre implication quand c'est devenu le partenariat Biodiversa Plus en 2021. Donc on continue à s'impliquer comme agence de financement. On a participé à tous les appels pareil jusqu'à maintenant et normalement on prévoit de participer aux futurs appels. Mais on joue aussi un rôle qui est un peu plus majeur. On a pris le lead du pilier sur la promotion et le soutien de la recherche et de l'innovation, mais on est aussi impliqué dans la coordination en fait, du partenariat à échelle plus large et dans l'équipe opérationnelle. Et en fait, on s'occupe de la coordination de tous les appels à projets du partenariat, à la fois en étant point de contact ANR, mais pas que, on est le point de contact général pour tous les porteurs à l'échelle internationale. On est en charge du développement des appels, du processus d'évaluation et globalement de l'interface porteur de projet, comité de pilotage qui regroupe tous les financeurs hors France et tous les experts qui peuvent être mobilisés dans ce qu'on fait, et donc notamment dans les comités d'évaluation. Maintenant, je vais passer, je ne sais pas s'il y a des questions qui seraient vraiment... Je vois plus les questions. Alors, quel est le taux de financement des projets Biodiversa? Ça, je pense que c'est des questions qui seront abordées un peu plus tard dans la présentation. Oui, merci Bérangère. Je pense qu'effectivement, on peut continuer du coup. Donc, si on fait un focus maintenant sur l'appel Biodiv Transform, donc sur la biodiversité et changement transformateur, sur le contenu scientifique. Alors, j'insiste que c'est à la fois biodiversité et changement transformateur, hein. Les projets qui n'auraient un focus que biodiversité ou que changement transformateur, du coup, ne rentreraient pas dans le sujet de cet appel. Euh,
Mais alors, si on va un peu plus loin, donc un peu de contexte. Donc bon, ça, je pense que je vous apprends rien, mais il existe un certain nombre de facteurs anthropiques directs et indirects de perte de biodiversité, et on est confronté à plusieurs crises mondiales interdépendantes, à la fois sur la biodiversité, changement climatique, pollution, à laquelle, enfin, voilà, sur les donc ça, c'est le contexte. Mais si on regarde ce qu'il y a en termes de connaissances, on sait qu'il y a des lacunes assez importante en matière de connaissances, à la fois sur la biodiversité, mais surtout en fait sur l'interdépendance biodiversité-société. On manque également de politiques qui sont appuyées, qui ont des fondements scientifiques forts, et on observe qu'il y a un certain nombre de politiques et d'actions mises en œuvre qui sont inefficaces, voire parfois contre-productives, même si elles visent initialement à atténuer les problèmes liés à la biodiversité et aux écosystèmes. Donc l'objectif global de cet appel, c'est de comprendre les compromis et les liens entre ces diverses crises mondiales et d'identifier, concevoir, analyser, saisir les processus de transformation susceptibles d'arrêter, voire d'inverser, en gros, le déclin de la biodiversité. Euh, donc, on ne veut pas lancer des débats sur la définition des changements transformateurs, mais pour cet appel, on a décidé de planter le décor avec la définition de l'IPBES, donc qui définit le changement transformateur comme une réorganisation fondamentale à l'échelle du système à travers les facteurs technologiques, économiques et sociaux, y compris les paradigmes, les objectifs et les valeurs nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Donc voilà, c'est pour planter le décor, mais il y a dans le texte de l'appel, le concept de changement transformateur est plus détaillé, plus exploré, plus discuté. Donc je vous invite vraiment à aller vous référer au texte dans le détail, parce que ça va au-delà de la simple définition de l'IPBES. Et donc en bref, donc ça je l'ai dit, hein, c'est clairement axé sur la biodiversité, comme on est biodiverse à plus. Mais l'objectif, c'est de générer des connaissances et de nouveaux niveaux d'ambition, allant un peu au-delà des actions business as usual, hein, et de permettre à de nouveaux acteurs du changement en fait, de s'engager, de garantir que les actions intégrées en faveur de la biodiversité, d'un environnement sain et du climat permettent des résultats équitables et durables pour la société. Donc ça, c'est globalement ce que je vais dire va être très en lien avec les présentations qui ont eu lieu avant, mais donc tout en atténuant les compromis constatés entre les crises. Ensuite, transformer les causes profondes et changer la structure même de la société. Intégrer les valeurs plurielles ou les valeurs multiples et les principes généraux, tels que les droits de l'homme, la justice, la lutte contre les discriminations et la liberté personnelle et politique dans les conceptualisations et représentations de la biodiversité, de renforcer les collaborations entre les communautés de chercheurs, les décideurs, euh, les politiques, les initiatives de justice sociale, etc. Euh, donc, pour connaître les détails des priorités de recherche, mais pareil, hein, je vous invite à vous référer au texte de l'appel, là. Ça, je pense qu'on peut continuer à insister dessus. Il y a eu une volonté, je ne sais pas si vous êtes familier avec les textes des appels précédents lancés par Biodiversa Plus, mais les années précédentes, on avait pour habitude de définir des thèmes ou des sous-thèmes de recherche. Et cette année, on a décidé de ne pas le faire, et c'est vraiment une volonté, de façon à ce que vous soyez peut-être un peu plus libre dans ce que vous pouvez proposer. Donc, voilà, pour proposer des projets qui sont plus bottom-up en termes de propositions. Euh, mais bon, malgré tout, les projets doivent être évidemment excellents d'un point de vue académique, démontrer un potentiel d'impact sociétal et politique, afin de relier les différents aspects pour un changement transformateur. Euh, et même si on définit donc pas forcément de thème et un point de départ très très fort, en fait, on souhaite quand même que les projets aient une approche très, très holistique, avec une vision claire de la transformation sociétale, en plus des aspects liés à la biodiversité. Alors, même si je dis qu'on définit pas de thème, en fait, on a une liste quand même, mais de connaissances, enfin, de lacunes de connaissances qui peuvent être couvertes par cet appel. Cette liste, elle n'est pas exhaustive, donc ça, je pense que c'est important de le dire.
Donc à la fois, elle n'est pas exhaustive et en même temps, on ne vous demande pas de tout faire, évidemment. Mais voilà, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça a été abordé dans plusieurs webinaires déjà, et dont le webinaire général qui est disponible. C'est vraiment une redite du texte de l'appel en tant que tel. Mais bon, voilà, je voulais souligner qu'il y a de nombreux exemples de lacunes de connaissances qui aident à définir le thème et le scope de l'appel de manière générale. En termes d'attente, les projets de recherche, alors oui, non, d'abord la portée mondiale, là. Donc les projets de recherche, ils peuvent se dérouler dans n'importe quelle région du monde et dans n'importe quel milieu, environnement terrestre, aquatique, marin, etc. À l'échelle de l'appel, il n'y a vraiment aucune restriction. En revanche, il faut bien garder en tête qu'il y a des règles du coup nationales et régionales, puisqu'on est un réseau de financeurs. Il peut y avoir des restrictions au niveau de certaines agences de financement. Donc il faut bien vérifier que à la fois, bon, vous devez respecter les règles ANR si vous sollicitez une aide de l'ANR, mais vos collaborateurs au sein des consortiums, les autres partenaires de recherche, doivent eux aussi répondre aux restrictions de leurs propres agences. Donc ça, c'est la responsabilité du coordinateur de s'assurer que tout le monde répond aux critères nationaux et régionaux. Mais même si on va y revenir plus en détail, il faut bien garder en tête que si un partenaire de recherche est inéligible, ça peut gravement affecter l'entièreté du consortium. Et sinon, par rapport à l'attente vis-à-vis des projets qui seront déposés, donc excellence scientifique et originalité dans le sens de nouveauté, à la fois impact sociétal et politique, une valeur ajoutée transnationale. Donc, elle doit être clairement démontrée. Elle peut être très diverse. Il faut juste qu'il y ait un intérêt transnational. Donc, ça peut être une pertinence par rapport à un cadre politique international. Donc, je sais pas, processus, cadre législatif, plan de gestion. Ça peut être une mise en relation d'expertise de différentes équipes dans différents pays, avec l'implication, par exemple, d'aires d'études variées. Ça peut être le développement de comparaisons entre plusieurs modèles nationaux via le rapprochement de chercheurs et parties prenantes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble à échelle locale. Ça peut être une standardisation de méthodes. Enfin, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses, mais il faut qu'il y ait une valeur ajoutée transnationale dans le projet déposé. Sinon, les projets, donc on insiste encore une fois sur l'importance de la transdisciplinarité, voire de l'intersectorialité, surtout dans le contexte des changements transformateurs. Donc, c'est très, très important d'impliquer des parties prenantes et des acteurs non académiques à différentes étapes du projet. Et ça peut aller du co-design, vraiment de la co-création, à la dissémination, à la fin, voilà, sur tout le processus. Si c'est pertinent, il y a possibilité d'impliquer ces acteurs. Interdisciplinarité, donc c'est aussi pour ça qu'on a vraiment tenu à avoir le cluster 2 qui participait et qui soutenait cet appel aujourd'hui. Parce que nous, on est plus ancré au niveau historique en sciences naturelles, mais là, on pense que c'est un appel qui est vraiment, par nature interdisciplinaire, donc en intégrant les approches et compétences des sciences naturelles, des sciences humaines, sociales et des sciences techniques. Voilà. Alors, toutes ces restrictions, elles ne s'appliquent pas forcément à un partenaire de recherche au sein d'un consortium. Euh, c'est vraiment à l'échelle du consortium. Et il y a différents critères d'évaluation ou sous-critères très spécifiques pour évaluer en fait, que les projets correspondront bien à ces attentes. Euh, En termes de fonctionnement maintenant de l'appel et des types de projets financés, donc le fonctionnement d'un appel à projet de Biodiversa Plus, donc c'est un appel à projet conjoint. Donc il y a un certain nombre d'agences de financement qui prennent part à cet appel et qui viennent de différents pays ou de différentes régions et qui joignent leurs forces avec la Commission européenne qui apporte un cofinancement. Et donc, l'évaluation se fait vraiment au niveau international et au niveau de l'appel. Il n'y a aucune sélection autre qu'une vérification d'éligibilité. Il n'y a aucune sélection nationale qui se fait. Donc, peu importe les pays impliqués dans les différents consortiums,
tous les projets déposés dans le cadre de l'appel Biodiv Transform seront évalués ensemble par un comité d'experts indépendants qui classera donc les projets. Et ensuite, les agences de recherche devront vraiment suivre ce classement et auront pour objectif d'en financer un maximum tant que le budget le permet, en suivant strictement le classement qui résultera de l'évaluation. C'est des projets que nous, on dit de taille moyenne, hein. Donc, à l'échelle du consortium, c'est souvent des projets dans le biodiversité. On a l'habitude de projets qui sont entre 1,2 et 1,5 million d'euros en moyenne. Et on observe qu'il y a en moyenne 6 partenaires de différents pays par consortium, donc par projet. En sachant, mais pareil, on y reviendra, il faut minimum 3 partenaires au sein d'un consortium pour être éligible. Donc, c'est une bonne opportunité de faire partie de projets de recherche transnationaux de grande ampleur et de collaborer avec d'autres équipes, en sachant que donc, chaque partenaire de recherche est financé par son agence de financement nationale ou régionale. Et que quand on parle donc de 1,2, 1,5 million d'euros, c'est bien à l'échelle du consortium entier. Là, c'est quelques ressources qui peuvent être utiles aux porteurs de projets quand ils montent leur projet, qui sont des guides en fait, qui ont été développés par Biodiversa et qui sont mis à disposition sur le site internet. Donc, il y a le manuel sur l'engagement des parties prenantes, donc qui permet d'identifier les parties prenantes avec lesquelles il convient de s'engager et de renforcer l'impact des projets. Donc, qui, quand, pourquoi et comment. Ensuite, il y a le guide sur la pertinence politique, donc, qui permet de mieux comprendre ce que ça signifie dans le cadre de la recherche. Mieux comprendre les critères d'évaluation en fait, pour les appels Biodiversa Plus, et de mieux identifier les politiques et les organes de décision pertinents pour un projet donné. Il y a une boîte à outils pour la science citoyenne qui discute les avantages de l'adoption des approches sciences citoyennes, qui s'appuie sur une liste de publications assez pertinentes et sur des outils utiles du coup pour la science citoyenne. Et donc il y a de nombreux exemples de projets réussis et de témoignages de chercheurs. Et enfin, donc, on a un document d'orientation sur la gestion des données, parce que sachez que vous devez soumettre des informations préliminaires sur la façon dont vous gérerez vos données, à la fois dans les prépositions. Alors, ça reste préliminaire à ce stade, hein, et ensuite un plan de gestion complet dans les propositions détaillées si vous êtes invité à déposer en étape 2. Donc, ce document peut vous aider à préparer vos propositions. Pour le processus d'évaluation, donc là, c'est vraiment spécifique à cet appel, hein, c'est le calendrier. Si vous ne l'avez pas en tête, donc l'appel a été lancé le 10 septembre. Il y a eu donc ce webinaire d'information générale dont je vous parlais, qui était le 24 septembre. On est à 4 semaines de la clôture du dépôt des pré-propositions. Donc, on espère que c'est un bon moment pour pouvoir répondre en fait à des questions relativement spécifiques et vous aider. Alors après ce dépôt, donc, qui est obligatoire, il y aura une vérification de l'éligibilité de tous les déposants. Ensuite, il y aura une évaluation donc, par ce comité d'évaluateurs et d'experts indépendants. Les 3 critères d'évaluation en étape 1, c'est l'adéquation au thème de l'appel, la nouveauté de la recherche et l'impact. Là, je vous invite à consulter les documents qui sont en ligne ou à visionner le webinaire, parce qu'il y a beaucoup plus de détails sur ce qu'on entend en fait par ces titres un peu génériques. Donc, vous pouvez rentrer dans davantage de détails. Les résultats de la première étape pour savoir qui sera invité en étape 2 sera communiqué mi-février. Et ensuite, la date limite pour le dépôt des propositions complètes sera le 11 avril 2025. Et pareil, vérification de l'éligibilité et ensuite évaluation de nouveau des propositions complètes par ce comité. Et donc là, les grands critères d'évaluation sont l'excellence scientifique, la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre de la recherche proposée et de nouveau l'impact. Mais voilà, pareil, plus de détails et des sous-critères sont disponibles sur les documents publiés. La communication de la recommandation de financement par le comité de pilotage se fera fin septembre, aux alentours de fin septembre 2025. Et les projets seront amenés à commencer entre le 1er décembre 2025 et le 1er avril 2026.
Et je vais accélérer un peu parce que je veux qu'on puisse garder du temps et on a encore pas mal de choses à discuter. Là, petite vue d'ensemble des pays participants à cet appel. Donc, on a 37 agences de financement, viennent de 33 pays avec un budget de plus de 40 millions d'euros. Donc, vous voyez les pays à droite, hein. Vous pouvez consulter la liste des pays qui est évidemment en ligne. Moi, à ce stade, normalement, on a cette liste, je pense qu'elle peut être considérée finale. Ça, c'est bon, je spoil un peu, mais un premier critère, les déposants doivent former des consortiums donc transnationaux avec des partenaires qui demandent un financement à au moins 3 agences de 3 pays différents qui participent à l'appel. Et il faut que minimum 2 de ces partenaires viennent d'États membres de l'Union européenne ou de pays associés à Horizon Europe. S'il vous manque des partenaires ou que vous recherchez un projet à rejoindre, vous pouvez utiliser le Partner Search Tool, qui est un outil développé et mis à disposition par Biodiversa Plus, donc qui permet en fait à chacun de faire un post, de préciser s'il cherche un projet ou un partenaire, son pays, les disciplines recherchées, quelques mots-clés, une description du projet, etc. Donc vous pouvez à la fois voir ce qui est déjà posté ou vous-même poster une demande en remplissant un formulaire. Et sachez que pour l'instant, on a plus de 35 projets qui recherchent des partenaires sur le Partner Search Tool et on a plus de 180 partenaires qui recherchent des projets avec 38 pays qui sont représentés. Et sur ce, je passe la parole à ma collègue Bérangère Broche. Oui, alors il y a certaines questions, donc beaucoup sont plutôt en lien avec la partie là que je vais développer. Peut-être, Clara, je te laisse lire les questions de Marion Ovive et tu pourras peut-être y répondre à la suite. Juste aussi, je vous invite à plutôt préconiser la possibilité de poser les questions avec le Q et A, qui est plus facile pour nous pour pouvoir y répondre, parce que dans le chat, j'ai peur de pouvoir en laisser passer, puisque je vais y répondre à la fin. Donc, je vous remercie. Donc, je suis donc Bérangère Broche. Donc, je travaille en tant que chargée de projet scientifique à l'ANR depuis quelques années et j'ai intégré récemment l'équipe opérationnelle de Biodiversa Plus. Et je serai donc votre point contact communauté française pour cet appel Biodiv Transform. Donc, je vais laisser Clara passer la prochaine slide. Merci. Donc, je vais vous décrire un petit peu les critères d'éligibilité. Alors, dans un premier temps, au niveau global de l'appel, et après plus spécifiquement sur les modalités propres aux bénéficiaires français pour cet appel-là. Donc, comme l'a dit Clara, les critères d'éligibilité, le premier en tout cas, c'est que ces projets doivent être des projets transnationaux. Donc, pour chacun de ces projets, au moins 3 pays différents participants à l'appel doivent être partenaires, et avec au moins 2 de ces partenaires qui doivent venir de pays de l'Union européenne ou de pays associés à Horizon Europe. Vous aurez la présentation et sur ces slides, il y a des liens justement vers les documents qui réfèrent ces listes de pays. Un deuxième critère d'éligibilité générale, cet appel, c'est que le coordinateur ou la coordinatrice du projet doit être employé par une entité juridique éligible au financement d'une agence qui participe à cet appel. Et un chercheur ne peut se porter comme coordinateur d'un projet que pour un seul projet dans cet appel. Vous pouvez en revanche être des membres d'un autre projet de Biodiv Transform en tant que responsable scientifique ou bien en tant que membre juste participant pour d'autres projets. Ensuite, si c'est votre cas, en tant que chercheur ou chercheuse, si vous êtes affilié à plusieurs entités juridiques, vous ne pouvez pas déposer une demande de financement pour plusieurs de vos organismes au sein de cet appel. Vous ne pouvez pas compter comme 2 partenaires différents. Ensuite, la slide d'après. Merci. Des critères là un peu plus globaux sur cet appel, c'est déjà la durée des projets. Elle doit être de 3 ans. À veiller d'avoir au moins un membre de chaque équipe partenaire qui puisse s'investir sur toute la durée du projet, pour faire un vrai lien transnational au cours de la réalisation du projet. Ensuite, il y a la notion de caractère complet, donc lors du dépôt de votre pré-proposition en étape 1 et de la proposition détaillée en étape 2, si vous avez été sélectionné après cette étape 1, tous ces documents doivent être déposés complets sur le PSS. Le PSS, c'est le site de dépôt du partenariat Biodiversa Plus.
Et ces dépôts doivent être faits avant la date et l'heure de clôture, et aucun document ne sera mis a posteriori de cette deadline. Ensuite, comme c'est un appel qui est en 2 étapes, le dépôt d'une pré-proposition est obligatoire à étape 1. Ensuite, toutes ces propositions, documents scientifiques et pré-propositions doivent être rédigées en anglais, puisque c'est un appel international qui va impliquer des évaluateurs internationaux, donc qui parlent anglais. Les propositions ensuite doivent répondre à tous les critères formels. Donc là, on revient sur la notion de soumission électronique, respect du nombre de pages, du type de document joint, autoriser les formats. On tient notamment à souligner qu'aucun lien et hyperlien ne sont autorisés sur les documents scientifiques. S'il y en a, ils ne sont pas pris en compte par les évaluateurs. Et ensuite, que les informations qui vont être transmises dans les pré-propositions sont contraignantes. Il y a des possibilités de modification, mais uniquement mineures. Elles ne peuvent être autorisées que selon des modalités qui sont décrites dans le document de l'appel. Vous avez notamment là le lien direct sur le document de l'appel en bas de cette slide. Je vais passer à la slide suivante. Merci. Comme le mentionnait déjà Clara, c'est que les modalités de participation et d'éligibilité des agences de financement vont concerner les équipes de ces pays. Donc, chaque agence de financement finance ses propres équipes, donc là, à une échelle nationale ou régionale. La conformité avec ces critères et règles des organismes de financement est obligatoire. C'est-à-dire que chaque candidat national peut contacter ces points de contact de ces agences de financement pour vérifier et s'assurer qu'il respecte bien les critères et les règles de son pays. Comme le mentionnait également Clara, si un partenaire d'un consortium n'est pas éligible au niveau national, ça peut entraîner la déclaration d'inéligibilité de l'entièreté du consortium et de la proposition. Donc il y a des processus après de problèmes d'éligibilité qui peuvent être résolus sans modifier la substance de la proposition. Donc ça, c'est une étape en fait d'éligibilité globale. Vous avez également sur cette slide un lien direct vers les règles des organisations de financement qui sont soumises souvent à évoluer. Donc, je vous invite à consulter régulièrement ces règles. Donc, je passe à la slide suivante. Merci. Donc, pour la France, l'agence de financement, c'est l'ANR. Donc, on va avoir des critères d'éligibilité propres à l'ANR et donc aux partenaires français. Donc déjà, les modalités d'attribution des aides d'ANR, elles sont basées par rapport au règlement financier de l'agence. Les critères et modalités d'attribution sont définis dans ce document que nous vous incitons fortement à lire. Vous avez le lien là sur la page du règlement financier qui comprend la dernière version approuvée par le CA de l'agence du règlement financier. Vous avez également d'autres outils pour vous faciliter la compréhension de ce règlement financier, et notamment une FAQ. Vous avez un lien direct ici, ou bien vous avez des fiches pratiques thématiques par rapport à certaines questions, notamment de coûts. Si votre entité répond à un coût complet, coût marginal, vous avez également des annexes financières qui peuvent vous aider à préparer votre budget sur cette page. Et notamment sur le budget de cet appel pour l'ANR, l'aide maximum qui peut être demandée en tant que partenaire français pour l'appel à projet Biodive Transform est de maximum 300 000 € par projet, ou bien maximum 320 000 € par projet si un des partenaires français est coordinateur dans le projet. Et on tient également à vous rappeler que ça, pour tout appel confondu, l'aide minimum qui peut être demandée à l'ANR ne doit pas être inférieure à 15 000 € par bénéficiaire. Donc, slide suivante, merci. Là, je vais vous présenter les critères principaux d'éligibilité qui sont propres pour les partenaires français, propres à l'ANR. Donc, notamment sur la composition du consortium. Pour que la proposition de votre projet soit éligible à l'échelle française, l'échelle nationale française par l'ANR, il faut que le consortium inclut au minimum un partenaire établissement public de recherche français de type EPA ou EPIC ou EPSCP ou EPST. Il y a une possibilité d'avoir des partenaires français de type association, société commerciale ou d'autres statuts,
Donc c'est possible, ce n'est pas obligatoire. En revanche, il va y avoir une étude et une analyse faite par les services financiers de l'agence pour évaluer la santé financière s'il s'agit d'une entreprise. Donc vous avez là ici un lien également vers une simulation de financement pour ce type d'entreprise. Et après, je vais venir sur la slide suivante un peu plus en détail sur d'autres configurations de bénéficiaires. Juste pour rappel, c'était déjà le cas l'année dernière, la Russie et la Biélorussie sont des pays qui font l'objet de sanctions par les instances de l'Union européenne. Donc ce sont des partenaires russes ou biélorusses, ne peuvent pas être incorporés dans des projets, sinon la France jugera inéligible les partenaires français qui sont compris dans ces projets-là. Cette liste est malheureusement susceptible d'évoluer suite aux conditions géopolitiques actuelles. Donc on vous tiendra informé si c'est le cas. Sur la slide suivante, je rentre un petit peu plus en détail sur justement la catégorisation des bénéficiaires. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise, il peut y avoir différents types d'entreprises, PME, grandes entreprises. Donc l'agence en fait a un mode de mise en conformité de son activité de financement par des obligations dictées par le droit de l'Union européenne en matière d'aide octroyée par les États. Donc on a une procédure interne de catégorisation des bénéficiaires qui demandent des aides auprès de l'agence. Donc le but de cette procédure est d'identifier les bénéficiaires à qui le financement est plus ou moins contraint par ces règles européennes. Donc dans le cas d'entreprise, on va demander une analyse faite sur des formulaires de déclaration d'activité, des statuts constitutifs, des derniers comptes annuels en date, des rapports d'activité. Tous ces documents sont à transmettre au contact qui est indiqué dans cette diapositive, donc avec catégorisation bénéficiaire @agencerecherche.fr, mais également je vous invite à contacter directement et en mettant en copie potentiellement le call secrétariat et moi, donc le point contact ANR de Biodiv Transform, si vous avez des questions concernant la catégorisation de votre entité demandeuse. L'objectif, il est principal dans cette catégorisation de bénéficiaires, c'est de connaître le mode de financement de votre entité et de vérifier qu'il ne dépasse pas les taux admis. Quand je parle de mode de financement, c'est savoir si vous êtes à coût complet ou marginal et à combien est votre taux de demande. 100%, 50, 80, là ça dépend vraiment de cette analyse-là. Il y a également une fiche explicative, vous avez un lien direct et un lien vers d'autres indications aussi de déclaration d'activité. Je vais passer à la slide suivante. Merci. Après, d'autres critères d'éligibilité propres à l'ANR, c'est le caractère unique des projets. Donc une proposition de projet ne peut être semblable en tout point ou en partie à une autre proposition de projet qui a déjà été déposée à un appel en cours d'évaluation à l'ANR ou bien qui a déjà été financé, qui est en cours de financement ou qui a déjà été financé par l'ANR. Après, on en revient sur le caractère complet également. C'était juste pour vous rappeler que le dépôt se fait entièrement par le site de Biodiversa Plus de l'EPSS avec les mêmes dates, heures. La date de dépôt limite pour les prépropositions est le 8 novembre 2024 à 15 h. Et également, même condition générale pour les prépositions qui doivent être complètes, sans hyperlien également côté français. Je regarde la suite. Merci. Donc là, c'est juste un récapitulatif de tous les liens un petit peu qui ont été donnés dans la présentation. Donc là, particulièrement sur les modalités françaises. Donc le lien vers la page dédiée au règlement financier de l'ANR. Vous retrouverez toutes les fiches pratiques sur cette page-là. Il y a également un replay du webinaire de présentation du règlement financier de l'ANR Tour 2025 qui a eu lieu début septembre. Donc, vous avez le lien direct vers ce webinaire qui est intéressant notamment sur la notion de frais de gestion, à combien sont les frais de gestion cette année, à incorporer dans votre budget, les modalités de participation propres à elle, Biodiv Transform. Ensuite, la slide suivante va vous indiquer les documents et les ressources là plutôt au niveau de l'appel général sur le site du partenariat Biodiversa Plus, sur la page dédiée à l'appel Biodiv Transform. Avec les documents de l'appel, donc là vous avez la liste un petit peu de tout ce qui est compris dans cette notion de document d'appel.
Ensuite, vous avez également, donc, comme je le disais, consulté les règles des organismes de financement qui sont souvent mises à jour également, et notre FAQ propre à l'appel Biodiv Transform également sur le site de Biodiversa Plus, qui est en anglais, mais qui pourrait également fortement vous aider. La slide suivante est une mesure un petit peu de conclusion également sur les grandes étapes pour finaliser au mieux et préparer au mieux votre dépôt de pré-proposition. Donc, bien sûr, vérifier le sujet et le scope de l'appel, la formation de votre consortium en utilisant potentiellement le Partner Tools développé par Biodiversa Plus, vérifier les critères d'éligibilité à l'échelle globale de l'appel, mais également à l'échelle nationale, régionale, pour tous les membres du consortium. Donc, si vous avez besoin de clarifier certaines choses, vous pouvez trouver les contacts des points nationaux et du secrétariat également dans la fiche des règles ici. Ensuite, finalisez votre proposition d'accord, le document d'appel et toute autre information et recommandations que nous vous avons transmises aujourd'hui. Déposez votre pré-proposition sur le PSS, donc le site de dépôt Biodiversa Plus au plus tard, le 8 novembre à 15h. Donc la slide suivante. Voilà, je vous remercie pour votre attention, bon courage pour la préparation. Et ici, les contacts principaux, donc le secrétariat et le point de contact français, donc à l'adresse biodiversa.cs. D'autres points de contact nationaux et régionaux, si vous voulez vous entretenir avec d'autres points de contact de partenaires étrangers. Et si vous avez tout souci technique sur le site de dépôt, n'hésitez pas à contacter l'adresse epss.biodiversa. Je vous remercie de votre attention et je vais regarder un petit peu les questions qui ont été posées. Il y en a pas mal, j'ai l'impression, par écrit. Oui, est-ce que tu veux que je t'en lise? Oui, on peut faire ça. Oui. Ouais. Alors, bon, la première question, je vais dans l'ordre, du coup, je répondrai, je pense que c'est plus sur la partie contenu. C'est qu'entendez-vous par compréhension multiscalaire? L'attente est-elle au sens de l'étendue géographique, c'est-à-dire d'étendre les méthodologies, et solutions proposées à très large échelle dans le cadre du projet, ou le potentiel de réplicabilité à partir de sites cibles plus restreints convient-il pour cet appel? Alors, moi, je vais pas me prononcer sur ce qui convient ou pas, en fait, à cet appel en termes de contenu, parce que c'est pas nous qui sommes en compétence pour évaluer ça. Ce sera vraiment un comité d'experts indépendant. En revanche, juste sur clarification sur ce qu'on entend par multiscalaire, c'est vraiment multi-échelle et ça peut être multi-échelle spatiale, temporelle, et cetera. Donc, tout dépend de la question, la question posée. Donc j'espère que ça clarifie le terme multiscalaire. Mais voilà. Et il y a une autre question, pareil, qui est un peu sur le sujet de l'appel. Donc, est-ce qu'à l'image d'Horizon Europe, la prise en compte d'un maximum, voire de tous les objectifs du call est fortement recommandée? Pas particulièrement. En fait, il va y avoir aussi donc vous n'êtes pas obligé de tout couvrir sur cette liste de lacunes éventuelles. Il faut que le projet que vous proposiez ait une ambition cohérente par rapport à la taille du consortium, par rapport aux disciplines mobilisées, par rapport à la durée, parce que c'est des projets de 3 ans. Et donc, en fait, il faut que ce soit évidemment faisable et réalisable, hein. Mais donc voilà, cette faisabilité, etc. Et bon, alors, il faut quand même qu'il soit d'une ambition suffisante pour être bien classé, puisqu'il va être évalué il va être évalué puis classé. Mais voilà, il faut. Mais de nouveau, hein, ça c'est expliqué dans le texte de l'appel, hein, globalement, et ce sera évalué par ce comité d'experts indépendant. Euh, je continue. En moyenne, combien de participants y a-t-il par partenaire? Ça, c'est très aléatoire en fait, en fonction déjà des types de partenaires. Est-ce que c'est des laboratoires de recherche ou autres? Donc là également, ça va être, c'est pas un critère d'évaluation en soi. Il faut juste que les personnes qui sont impliquées dans le projet soient pertinentes et expliquer le rôle que chacun des membres aura. Mais on ne peut pas vous donner de réponse sur une notion même de moyenne. C'est quelque chose qu'on regarde pas forcément. Merci.
Il n'y a pas de pays d'Afrique subsaharienne éligible à ce jour, hormis l'Afrique du Sud. Comment y remédier alors que les besoins et les risques de perte de biodiversité sont énormes dans ce continent? Donc, bah, ça, c'est-à-dire que ça se joue pas à ce niveau-là de l'appel, c'est en amont, je pense, plus de la préparation de l'appel. Donc ça, je pense que Clara, toi, tu pourrais peut-être plus en parler. Après, Oui, si vraiment on reste sur le webinaire Biodiv Transform, c'est-à-dire que des partenaires subsahariens pourraient être éligibles sur fonds propres, donc c'est-à-dire s'ils participent eux-mêmes à leur propre financement. Donc ça, si c'est le cas, en fait, sur tous les partenaires sur fonds propres, on demande des lettres des directeurs d'organismes qui certifient que les partenaires ont bien un budget alloué pour ce projet-ci, il est sélectionné euh, à cet appel. Après, il y a la possibilité également d'être un partenaire sous-traitant, et là uniquement pour certaines formes voilà, qui peuvent être admissibles ou pas en fonction des pays. Donc là, pareil, il faut retourner vers les points de contact des pays pour voir sous quelle forme ces pays peuvent être sous-traités. Mais Clara, je te laisse peut-être plus voir voilà, sur... ouais, bah après, c'est juste un complément, mais en fait, effectivement, je confirme, en amont du lancement de l'appel, il y a des mois de discussion et d'efforts, en fait, pour mobiliser des financements dans différents pays, et il y a une volonté réelle de continuer à s'élargir. Mais bon, voilà, on n'a pas forcément de réponse positive, et tous les pays n'ont pas forcément des budgets disponibles pour participer à l'appel. Donc c'est vraiment dépendant des décisions locales, nationales et régionales. En revanche, ce qu'on invite à faire, si vraiment il y a un manque fort, les porteurs de projets, en fait, sont très souvent de très bons porte-parole. Donc n'hésitez pas à revenir vers vos agences régionales ou nationales pour leur faire savoir que vous êtes intéressé à la participation aux appels de Biodiversa Plus, et qu'ils n'hésitent pas, voilà, et que vous pouvez pousser pour qu'ils prennent contact avec nous, si jamais nous, on n'a pas déjà pris contact avec eux. Et dans ces cas-là, vous pouvez leur transmettre notre adresse générique. Euh, mais voilà, n'hésitez pas effectivement à faire part de votre intérêt pour les appels. Euh, une entreprise peut-elle participer comme partenaire à deux propositions différentes? Oui, alors, et même un laboratoire également, il n'y a pas de limite du taux d'implication. Là, vraiment, la limite qu'on va avoir, c'est sur le représentant coordinateur ou coordinatrice, qui ne peut être coordinateur ou coordinatrice que sur un seul projet, non cet appel. Mais alors, donc, oui, oui, une entreprise peut être participante dans deux propositions à Biodiff Transform. Merci. Et t'as juste une petite précision, ça c'est valable du coup pour la France. Il pourrait y avoir des pays en revanche qui mettent des restrictions sur le nombre de participations, mais ce serait pour enfin, pour les entreprises qu'ils financeraient eux. Mais donc voilà, si jamais vous voulez collaborer avec une entreprise dans un autre pays qui serait amenée, il faudra qu'elle vérifie bien que ça c'est possible aussi par son agence. Une entreprise individuelle avec statut juridique de micro-entreprise est-elle éligible au financement ANR en tant que partenaire ou seulement comme sous-traitant d'un partenaire? Non, donc, bah, ça va vraiment dépendre de ce que je vous présentais, de la catégorisation en fait qui va être faite par l'ANR, par l'agence de cette entreprise individuelle. Donc là, si ça vous concerne, je vous invite donc à prendre contact assez rapidement d'ailleurs avec l'équipe de catégorisation bénéficiaire de l'agence. Mettez-nous en copie, l'adresse générique, comme ça au moins on peut voir aussi l'évolution de ça en interne, et qui vont, après cette analyse faite, donc après ils vont nous demander des documents, comme que je vous citais dans une des diapositives, et ils vont vous donner justement, est-ce que vous êtes éligible à une aide ANR et sous quelle forme, donc quel type de coût et quel taux en fait, de financement. Merci Bérangère. Euh, alors, il y a une question sur les taux de Ouais. financement. Sur quels sont les taux appliqués pour le budget. Bon, il y a un exemple comme par exemple 100% pour les RIA ou 70% pour les IA. Quel est le budget que recevra les PME pour participer à un projet Biodiversa Plus? Là également, donc c'est vraiment par rapport à la catégorisation bénéficiaire de la PME en question. Donc pareil, là, je vous invite à voir par rapport à notre service de catégorisation.
Donc à faire la même démarche que je citais précédemment. Est-ce qu'une... Bon, bah là, je pense que tu as déjà répondu à cette question, hein. Est-ce qu'une PME peut être partenaire ou est-ce que nous devrons être sous-traités, hein, de nouveau, tout Donc dépend là des... également, si vous avez jamais demandé d'aide auprès de l'ANR, vous devez passer par cette catégorisation-là, vous aurez votre réponse. Est-ce que des profils ingénieurs peuvent intégrer le partenariat ou est-ce réservé aux chercheurs? C'est-à-dire que dans une équipe dans un partenaire de recherche, il va y avoir des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens. Donc ça, c'est pas, il n'y a pas de limitation en fait sur les profils en fait de personnes au sein des partenaires. Et dans certaines entreprises également, il y a des profils uniquement d'ingénieurs. Donc ça, non, ça c'est quand même très pas de statut en fait particulier défini. Merci. Un changement de sous-traitant est-il possible entre le dépôt de la pré-proposition et le démarrage effectif du projet? Deux changements sont admis pour les partenaires, rien n'est indiqué pour les autres types de team members. Alors, déjà, les deux changements admis par partenaire, c'est suite à un accord ou pas hein, des comités après hein, de l'appel, hein, à plus large échelle, sur ces décisions-là d'éligibilité ou pas, s'il y a des changements qui sont possibles. Et c'est des changements qui peuvent être acceptés entre l'étape 1 et 2, après plus difficilement une fois que le projet est sélectionné pour financement. Donc ça, et ça d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc ça, je ne sais pas trop, Clara, si tu as Non, un avis. ouais, alors la sous-traitance, des fois, il est possible en fait que les sous-traitants ne soient pas encore connus au moment du dépôt de la pré-proposition. Et donc ça, je confirme que ça s'applique bien aux partenaires. En fait, les sous-traitants n'ont pas le statut de partenaire en tant que partenaire de recherche à proprement parler. Et oui, bah ouais, et effectivement. Donc peut-être sur les changements, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des changements dans le webinaire, mais il y a pas mal de directives de manière générale dans les documents de l'appel. Et donc voilà, ces deux changements possibles, c'est vraiment sur la composition du consortium. Et comme l'a dit Bérangère, sous réserve que les agences de financement concernées l'acceptent. Et que l'éligibilité soit vérifiée dans le cas d'un ajout de quelqu'un, que l'éligibilité soit vérifiée en amont. Euh, mais après, voilà, il y a des des ajustements budgétaires, etc. Ce genre de changements sont possibles, hein, bien sûr, après l'étape 1. Est-il possible pour un partenaire français, coordinateur ou non, d'avoir des sous-traitants de pays associés Horizon Europe, mais qui ne relèvent pas des Funding Organizations de Biodiversa? Alors, un partenaire français d'avoir des sous-traitants. Donc, en gros, ce serait un partenaire français, la possibilité qu'un partenaire français, si je comprends bien, sous-traite quelqu'un qui ne serait pas en France. C'est une colle à vérifier. Moi, je vous invite à nous envoyer un mail, comme ça on se rassure de la réponse. Là, je ne suis pas sûre du tout. Ouais, Je préfère pas me prononcer du tout. Mais envoyez-nous un mail, on pourra y répondre. ouais, moi non plus. Je préfère pas m'avancer du tout. Pareil. Désolée. Est-ce que les collectivités, communes, agglomérations, régions font partie des bénéficiaires récurrents à ce programme? Alors, récurrent, déjà, c'est un appel en fait, même si c'est pas le premier appel de Biodiversa Plus, comme le disait Clara, ça va être des appels avec des thématiques quand même assez différentes qui peuvent toucher des communautés de recherche différentes aussi, donc qui sont parfois pas comparables d'un appel à un autre. Donc, on n'a pas trop cette vision, je pense, de récurrence dans le partenariat, en fait. Ça reste en lien avec la biodiversité, mais ça va peut-être pas toucher toutes les mêmes communautés en fait scientifiques. Donc, ce côté redondant, moi, je pourrais peu l'apprécier, en fait. Après, est-ce que déjà des collectivités de communes, agglomérations, régions ont été financées ou pas? Ça, moi, je ne sais pas. Merci. Et alors, dans les questions-réponses, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Je vais juste vérifier un petit peu dans le chat parce que je pense qu'il y a eu des choses qui sont passées dans le chat.
Bon, ça, je pense qu'on a répondu. Non, je pense qu'on a répondu à tout. Et juste sur les pays africains, la Tunisie est un partenaire de l'appel, hein, s'il me semble Oui, bien. tout à fait. Voilà. Pas le Maroc, mais la Tunisie fait partie oui, des partenaires de Biodiff Transfer. Je peux remettre, si vous voulez, la liste des pays qui participent cette année. N'hésitez pas à formuler d'autres questions si Oui, on peut besoin. passer, Et sinon, on va mettre au plus vite ces slides sur le site de l'ANR de l'appel, sur le site de l'ANR, la page de l'appel sur le site de l'ANR. Donc, il y a des liens, vous verrez sur beaucoup des diapositives qui pourront vous conduire directement sur la page de l'appel sur le site de Biodiversa Plus et celui de l'ANR. Je pense que Oui, je pense que je du vois coup, pas d'autres questions. je vois pas d'autres questions arriver non plus. Bon, j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup, Bérangère, Carolina et Vincent, d'avoir accepté de participer et pour vos présentations. Et puis, alors, il y aura effectivement aussi normalement Zoom qui devrait vous envoyer quelques emails automatiques, enfin un email, ça suffira, pas qu'elle, a posteriori, et qui vous donnera aussi donc le lien, je pense, où retrouver tous ces éléments. Si quelqu'un veut, je me tourne vers les panélistes, mais ça se voit pas, je change d'écran du coup. Si quelqu'un veut dire quelque chose, sinon, merci beaucoup à tous et à toutes. Merci. Et, bonne journée et bon courage pour les préparations des projets. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.